Aux dividendes. Les dividendes ont progressé. Les dividendes, c'est un sujet clivant. Aujourd'hui, on va décortiquer, pousser un peu la réflexion dessus. Bienvenue à vous, vous êtes bien sur la chaîne de l'investisseur futé. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée, j'ai plein de projets. Je vais partager tout ça avec vous. Merci encore à tous ceux qui se sont abonnés, ça me fait vraiment plaisir. Je vous ai jamais remercié encore et j'en profite pour le faire maintenant. On commence tout de suite. Et oui, les dividendes, c'est un sujet clivant, on en parle comme quelque chose de neutre de temps à autre, ou bien comme quelque chose qui va venir enrichir les actionnaires. On va entrer dans le sujet, on va regarder tout ça. D'abord, on commence par la base, qu'est-ce qu'un dividende ? Dans un cas général, classique, le dividende est une part du bénéfice d'une entreprise qui est versée à ses actionnaires. Il y a des dates clés à avoir en tête sur le sujet des dividendes. On a tout d'abord l'annonce du dividende. Ensuite, on a le vote à l'Assemblée Générale, qui est très rarement refusé, il faut le noter. On a la date de détachement, date à laquelle les personnes qui ont des actions toucheront pour sûr les dividendes au moment de la distribution, et également la date à laquelle la valeur du dividende brut est soustraite au cours de l'action. Et enfin, dernière date, la date de paiement, date à laquelle vous touchez effectivement les dividendes. Premier point que je vais aborder, c'est le dividende est neutre pour l'investisseur. Alors, factuellement, effectivement, le paiement du dividende se déduit du prix d'une action, et en plus de cette déduction, l'actionnaire français, en tout cas, perd en valeur, car le dividende est actuellement imposé à la flat tax, donc 30% sur la valeur du dividende brut, sauf cas particulier, comme le PEA, plan épargne action, et l'assurance vie notamment. L'actionnaire perd donc même plutôt en valeur en prenant le prix de l'action de base moins la valeur du dividende brut qui a impacté le cours de l'action. Ceci dit, il va toucher la valeur du dividende net. Alors, pourquoi la valeur du dividende est-elle déduite du prix d'une action ? Et bien, tout simplement parce que dans la valorisation d'une entreprise, le cash disponible au bilan de l'entreprise est valorisé généralement à 1 pour 1. La société génère du free cash flow avec son flux de cash opérationnel moins ses capex. Les capex sont les investissements qui sont dédiés au développement du business de la société, donc des investissements internes. Et avec ce free cash flow, la société décide d'utiliser cet argent dans ce qui crée le plus de valeur pour l'actionnaire, qui est un choix très subjectif, j'en conviens. Et les choix sont les suivants, ça peut être réinvestir dans le business pour faire croître la société organiquement, ou chercher à faire de la croissance externe en rachetant un business concurrent par exemple, ou dans un autre secteur, ça peut être ça aussi. Ça peut être le remboursement de dettes long terme, si on considère que les taux sont plus élevés que les rendements des projets dans lesquels la société peut investir. Ça peut être racheter des actions, si le cours de la société est jugé bas par l'exécutif. Ça peut être conserver du cash par rapport au risque à venir pour se hedger pour les années à venir, ou ça peut être enfin la distribution de dividendes aux actionnaires. Je reviens rapidement sur le choix de l'exécutif. Bien qu'ils aient une vision claire de l'entreprise, de son environnement, du business, c'est pas forcément le choix le plus judicieux. On a quelques exemples clés avec Meta par exemple, et des investissements qui ont été pour l'instant peu fructueux sur le métaverse. Donc beaucoup de cash brûlé sur ce type de projet. Ou encore Burberry, le groupe de luxe britannique, qui a racheté pour 400 millions de pounds d'actions en 2023, au cours de 20 pounds l'action, tandis que le cours de l'action est descendu en flèche les mois suivants pour atteindre un plus bas sous les 6 pounds en 2024. En termes de timing, c'est plutôt mauvais et l'exécutif a gâché des fonds qui auraient pu être redistribués tout simplement aux actionnaires. Et donc, pour revenir à notre petit calcul. Donc le cash sort des caisses de l'entreprise pour verser les dividendes. La valorisation de l'entreprise baisse de ce montant brut. Maintenant, une entreprise qui a les mêmes moyens de production, les mêmes coûts, les mêmes perspectives, la même force de travail, le même environnement de marché, voilà, c'est très théorique, hein, mais si on garde tout ça équivalent, elle reproduit du free cash flow au cours de l'année fiscale. Elle va produire du cash. Et voilà, si tout est pareil que l'année précédente, c'est très théorique encore une fois, mais ça montre un peu la création de valeur qu'il y a derrière. L'entreprise, en théorie, fera donc exactement le même free cash flow. Et en réalité, même le plus souvent, avec l'inflation, une entreprise de qualité parviendra à répercuter ses coûts plus élevés à ses clients finaux, et donc ainsi même à augmenter ses marges, et donc à augmenter par répercussion dans un
cas classique où il n'y a pas eu d'investissement one-off sur une année, à augmenter son free cash flow. Donc on a aussi une question de temporalité, et une entreprise de qualité ne perd pas de valeur fondamentalement à mes yeux, car avant et après versement de dividendes, sa capacité à générer du cash sur un an reste la même. En tout cas, le dividende vous redonne, moyennant la perte de valeur de l'action supposée momentanée, le pouvoir sur l'allocation de vos actifs. On entend aussi souvent les sociétés à dividendes n'ont plus d'idée d'investissement. Et c'est une généralité qui n'est pas du tout applicable à toutes les sociétés qui versent des dividendes. Je pense notamment à Microsoft, par exemple, qui verse un dividende croissant depuis 2013 et qui pourtant investit énormément dans sa croissance, récemment dans l'intelligence artificielle. Donc une société qui verse des dividendes n'est pas une société qui n'a plus d'idée d'investissement. C'est complètement faux. Même Meta a commencé à verser des dividendes alors que elle est dans un des secteurs les plus porteurs aux États-Unis. Maintenant, la critique, parce que là j'ai pris un peu ça au pied de la lettre, la critique est plutôt, je pense, sur les entreprises qui ont un payout ratio, donc les dividendes divisés par le résultat net d'une entreprise, donc un payout ratio supérieur à 90%, même si une meilleure métrique factuellement ce serait les dividendes divisés par le free cash flow, mais c'est moins populaire parce que c'est beaucoup plus volatile. Le free cash flow c'est beaucoup plus variable d'une année à l'autre que le résultat net. Et en fait, en plus, c'est même pas le sujet, donc voilà, peut-être qu'on en reparlera dans une autre vidéo éventuellement, mais bon, je suis même pas sûr que ce soit très intéressant. Mais en gros, les sociétés qui redistribuent aux actionnaires presque l'ensemble de leur cash généré sur l'année fiscale, effectivement, limitent ainsi leurs investissements dans leur propre marché et dans leur croissance. Et donc, pour moi, effectivement, sur ce type d'entreprise particulière, effectivement, la critique est valable. Mais plusieurs points. On a des sociétés comme Total, par exemple, Total Energies maintenant, dont le marché est décroissant et qui choisissent donc de réallouer le cash extrait de leur business, un peu vache à lait, aux actionnaires. Car les marchés dans lesquels Total va pouvoir réinvestir ne sont pas aussi rentables, je pense notamment aux renouvelables, par rapport à la oil money, donc au pétrole, et ne pourra pas non plus absorber l'ensemble du cash qui a été généré par le business principal de Total Energies, donc le pétrole, et donc Total décide de rendre aux actionnaires en fait l'excédent de cash. Dans ce cas-là, c'est plutôt quelque chose de mieux pour ce type d'entreprise, je pense, le versement de dividendes ou même le rachat d'actions, mais qui est un retour aux actionnaires. Et certaines sociétés fonctionnent aussi ainsi par modèle, structure, choix. C'est le cas, par exemple, d'Antin Infrastructure Partners, qui a un payout ratio supérieur à 90%, mais bon, ça fait partie du modèle de faire un gros retour aux investisseurs. Ça n'empêche pas Antin de pouvoir faire par un peu de croissance externe en rachetant un petit peu sur son marché. Et en termes de performance, qu'est-ce que ça donne les sociétés à dividendes? Ici, on a une étude de Ned Davis Research qui compare la croissance d'indices basés sur un investissement de $100 en 1973. On a plusieurs catégories d'indices. On a les dividend growers, qui sont les sociétés qui auront tendance à faire croître leurs dividendes. On a l'ensemble des sociétés qui versent un dividende. On a le S&P 500 en benchmark, on a les sociétés qui versent un dividende constant, ensuite les sociétés qui ne versent pas de dividende, et enfin les sociétés qui ont coupé leur dividende. On voit que les sociétés qui versent un dividende surperforment assez largement l'indice S&P 500 depuis 1973, et cela avec moins de volatilité. Ici, sur le tableau que vous voyez, la Annualized Risk est basée sur l'écart type. J'ai pas le détail du calcul, mais ça concerne la volatilité. On voit que les sociétés qui font croître leurs dividendes ou qui payent un dividende ont moins de volatilité que les autres indices. Et ceci est aussi vrai pendant les crises où ces valeurs font figure de refuge. Donc, a priori, c'est parfait. On a un groupe d'actions qui performe mieux que le S&P 500 en benchmark, qui a moins de volatilité. Très bien. Dans ce cas, investissons dans un ETF Dividend Growers sur iShares. Comme je préfère vérifier les choses par moi-même, j'ai fait une petite étude en comparant deux ETF sur iShares, donc les ETF de BlackRock. J'ai pris un indice iShares Dividend Growers, donc des sociétés qui augmentent leurs dividendes d'année en année, pareil, donc une tendance à augmenter ces dividendes, et j'ai pris un ETF S&P 500 classique. Ici, vous avez les deux courbes, donc vous avez le résultat. Je précise que pour ces deux courbes, j'ai considéré que les dividendes étaient réinvestis sur le mois de perception des dividendes.
J'ai fait cette étude à partir de 2014, date de création de l'ETF Dividend Growers pour iShares. J'ai pas pu aller plus loin sur les dates, bien que l'ETF S&P 500 ait été créé avant. Voilà, j'ai pris les dernières dates communes aux ETF pour faire une analyse qui a du sens. Et donc effectivement, on voit que la volatilité est inférieure sur le Dividend Growth en prenant l'écart type, mais le max drawdown théorique, donc en prenant la baisse, donc là sur cette période-là ce sera la crise du Covid, en prenant la baisse maximale lors de la crise du Covid, donc du dernier plus haut au plus bas lors de cette crise. Attention, j'ai les données mensuelles, donc c'est pas les vrais maximum drawdown parce que j'ai pas les données de jour en jour. Ceci dit, ça donne une idée. Et on voit que pour le S&P 500, on a un max drawdown de moins 20% environ, et pour le dividend growth de moins 22%. Donc on a une volatilité inférieure, mais en période de crise, on a un max drawdown qui est plus élevé pour le dividend growth, ce qui est un petit peu surprenant. Et vous voyez bien que à partir de 2014 jusqu'à 2025, on performe mieux avec un indice ETF S&P 500 plus classique. Alors, j'ai cherché les raisons de cet écart. Bon, déjà, je commence pas à la même période, donc si on prenait depuis 1973, on aurait peut-être théoriquement des résultats bien différents, et puis bon, si ça se trouve depuis 1973 ça fonctionne mieux ainsi. Il faut aussi prendre en compte les fees qui sont plus élevés pour le dividend growth que pour le S&P 500 et qui sont donc inclus ici. Pour l'ETF S&P 500, les fees sont de 0,03% annuel, tandis que pour le dividend growth, on est à 0,08% annuel. J'ai également omis la taxation des dividendes, donc pour le dividend growth, en théorie, le résultat est censé être encore plus en dessous, car il y a plus de dividendes que pour l'indice S&P 500, plus de versements, plus de frottement fiscal. Et finalement, je pense que ce qui fait la différence, ce sont plutôt les critères d'inclusion des sociétés qui peuvent différer entre ce que BlackRock propose dans son ETF et ce que l'étude a pris en compte. J'ai trouvé relativement peu d'informations sur l'étude, mais j'ai trouvé plusieurs études qui convergeaient vers ce même dire. Ned Davis Research est censé être une institution assez reconnue. Je ne remets pas en cause leurs critères d'inclusion des sociétés, mais ils ont sûrement eu des critères d'inclusion différents que ceux de BlackRock pour intégrer les sociétés. Ce qui fait que, en fait, on a des résultats qui sont divergents. En tout cas, j'en conclus que je reste assez sceptique sur la surperformance des sociétés, même avec croissance de dividendes. Il se peut aussi que depuis 2014, le marché fonctionne un peu différemment et donc que le dividend growers fonctionne un peu moins bien. Ça n'empêche pas l'ETF Dividend Growth de verser beaucoup plus de dividendes, vous permettant aisément de faire un revenu passif, même si vous pouvez en faire autant et moins taxé en vendant des parts de votre ETF S&P 500, mais c'est juste moins pratique. Je pense que ça reste quand même un bon produit d'investissement. En général, les sociétés qui augmentent leurs dividendes, je dis bien en général, sont des sociétés qui sont bien établies, qui ont une croissance plutôt prévisible et qui ont survécu à plusieurs cycles financiers différents et à plusieurs crises. En tout cas, ça peut rester un bon produit, ça peut correspondre à certaines thèse d'investissement, c'est un produit qui se défend. Pour ceux que ça intéresse, j'ai créé un site, je vous mettrai le lien en commentaire, je vais déposer feuille Excel sur laquelle j'ai fait les calculs pour que vous puissiez avoir un aperçu pour ceux qui veulent bricoler 2-3 trucs dessus. En attendant, c'est la fin de la vidéo, elle était un peu plus longue que d'habitude, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses. En tout cas voilà, je suis très content de vous retrouver, je vous souhaite à tous une bonne rentrée et on est reparti pour une année. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu et à laisser un like. Je vous dis à bientôt sur la chaîne.